commencer par me présenter. Donc, Quentin Servel, moi je suis consultant chez Assess First et j'accompagne nos clients depuis maintenant 4 ans dans la découverte de la solution et puis dans la mise en place. Et bonjour à tous, moi c'est Michael, Michael Foury, je travaille chez Assess First également depuis 3 ans et comme Quentin, je suis consultant. On est ravis de tous vous retrouver aujourd'hui autour de ce webinaire. L'idée c'est de pouvoir vous aider à réussir le recrutement de vos vendeurs. Donc pour cela, nous avons réalisé une étude auprès de plusieurs vendeurs sur le territoire français afin de vous donner quelques indicateurs qu'il faut prendre en considération pour bien réussir vos recrutements. Alors, déjà, on va partir d'un premier constat, c'est ce que font aujourd'hui les meilleurs vendeurs et que les autres ne font pas. Donc, on a ce qu'on constate généralement, c'est que les vendeurs aujourd'hui, les bons vendeurs sont généralement 3 fois plus performants finalement dans les ventes que les vendeurs les moins performants. x7, c'est pour dire que les vendeurs finalement les plus performants réalisent aussi jusqu'à 7 fois plus de ventes finalement que les vendeurs moins performants. Ils sont également en moyenne 3 fois plus satisfaits, en tout cas les clients, que ceux servis par des vendeurs moins performants. Et dernier élément qu'on a pris en considération, c'est que les vendeurs les plus performants fidélisent en moyenne 4 fois plus leurs clients. Et ça, on a pu le constater au travers la vente de cartes de fidélité, par exemple, chez certains de nos clients. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de cette étude, nous l'avons menée sur des clients avec lesquels nous avons réalisé des talent reviews, donc des études finalement pour démontrer et identifier quels étaient les critères clés à prendre en considération pour recruter des vendeurs qui étaient à la fois performants dans leur job, mais également engagés auprès de l'entreprise et tout simplement. Donc, comment repérer finalement les meilleurs dès la phase de présélection? Nous avons mené une étude auprès de 2784 vendeurs dont nous avons analysé les performances. Et ce que nous avons pu constater, c'est que dans ces 2700 personnes, il y avait 640 vendeurs qui étaient en situation de low performance. Donc, c'était des personnes qui, malheureusement, n'étaient pas performants sur leur job. 1810 personnes qui étaient dans les objectifs, donc ni au-dessus ni en dessous, et 334 personnes qui étaient high performers, donc qui étaient vraiment sur les éléments qu'on vient de vous démontrer juste avant. Alors, ce qu'ils ont fait et ce qui se voit finalement dans le CV, généralement, c'est que ce sont en termes de niveau d'études des personnes qui ont entre bac plus 2 et simplement pas d'études, le bac ou en dessous. Et en termes d'expérience de vente, nous avons regardé les personnes qui avaient réalisé déjà une expérience au préalable et les personnes qui avaient au moins une expérience préalable. Qu'ils sont réellement, donc ça c'est ce qui ne se voit pas finalement au travers du CV. Donc ce qu'on a pu, nous en tout cas, étudier grâce à notre solution, c'était leur capacité de raisonnement au travers de 5 facteurs que nous pouvons étudier grâce au questionnaire Brain de la plateforme Assess First. Leur motivation, pareil, nous avons un questionnaire qui permet d'évaluer 20 dimensions motivationnelles de chaque candidat aujourd'hui sur un poste. Et la personnalité au travers des 20 traits que nous sommes capables d'analyser sur la matrice du Big Five. Alors, je vais reprendre la main sur ce qu'on a découvert et là, c'est la partie du coup intéressante. Déjà, au niveau du niveau d'études, ce qu'on se rend compte en termes d'impact par rapport justement à la capacité prédictive de ces informations, c'est que déjà, le niveau d'études, c'est simplement 3%. Donc, on peut au final savoir, en se basant sur le niveau d'études, que 3% de la capacité d'une personne à réussir sur un poste de vendeur. Au niveau de l'expérience de la vente, là, c'est vrai qu'on est un petit peu au-dessus, on est à 8%, ce qui reste encore très très faible. Et si on combine les deux, vu qu'il y a quand même des espaces de recouvrement, on n'arrive pas à 11%, on arrive à 10%, ce qui reste encore très 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 faible. Et pour autant, ce sont des éléments qui sont encore utilisés dans beaucoup d'entreprises pour essayer de prédire la capacité d'une personne à réussir sur un poste de vendeur. Quand on regarde déjà les capacités de raisonnement, là, on augmente quand même assez considérablement puisqu'on passe à 18%. Au niveau des motivations, on est à 37%. Et enfin, au niveau de la personnalité, 48%. Là aussi, bien entendu, il y a des zones de recouvrement, ce qui nous amène à une capacité prédictive totale de 65%, ce qui reste très nettement supérieur
au niveau d'études et à l'expérience de la vente. Alors l'idée, c'est pas forcément de les oublier totalement, mais quand on voit, je pense, un taux d'adéquation de 65%, une capacité prédictive de 65%, ça prendra plus d'intérêt dans un premier temps, en tout cas au moins, de regarder les trois derniers éléments dont on vous parle. Au niveau justement de ces facteurs de raisonnement, qu'est-ce qu'on a pu observer? C'est justement cette capacité à savoir faire preuve, à savoir faire face aux imprévus, puisque quand on est dans une situation de vente, on peut la préparer aussi bien qu'on veut, connaître le client qui est en face de nous. Il arrivera toujours des imprévus et c'est aussi cette capacité à savoir rebondir, à savoir se raccrocher à des éléments pour pouvoir emmener le client dans le sens de la vente. Au niveau des dimensions de la motivation, on va en retrouver ici plusieurs, on va en avoir 5 en l'occurrence. On va d'avoir déjà un élément qui peut paraître comment dire, logique, c'est déjà de se dépasser au quotidien. C'est clair que une personne qui vise ses objectifs, elle aura potentiellement du mal à les dépasser, tandis qu'une personne qui a vraiment envie de se dépasser et d'aller au-delà, naturellement, elle mettra en place un plan pour pouvoir justement dépasser ses objectifs. Dans le deuxième, on va avoir de l'influence. Je pense que ça, c'est important puisque c'est aussi accompagner son client dans une direction. Et si on cherche pas forcément à avoir une influence sur lui, c'est clair que ce sera difficile pour le vendeur de répondre à ses objections et essayer de le faire avancer dans sa réflexion. Accepter de s'investir sans réserve, ça c'est aussi lié par rapport au premier élément. C'est clair que même si on envisage de se dépasser au quotidien, mais qu'on n'accepte pas de s'investir sans réserve, ce sera beaucoup plus difficile. Remporter régulièrement des succès, cet esprit gagneur qui, avec le fait de se dépasser au quotidien, va nous permettre d'aller toujours plus loin. Et enfin, aider les autres, parce que bien souvent aussi, c'est un esprit d'équipe qui va se faire chez les vendeurs et on apprend les uns des autres et c'est ce qui nous aide aussi à être meilleurs. Au niveau des traits de personnalité, on va commencer par le fait d'aller spontanément vers les autres. Alors, tout dépend encore une fois du type de vendeur, mais c'est vrai que bien souvent, on va quand même faire la différence si on vient à la rencontre de nos prospects, si on essaye de le faire un petit peu avec tact et diplomatie, comme on peut le voir dans le deuxième item. S'impliquer affectivement, alors là, tout dépend des personnes, mais c'est vrai que quand on a tendance à y mettre du sien, c'est plutôt bien accueilli. S'ouvrir à des points de vue différents du sien, c'est aussi comprendre ce que nous dit le client et essayer de trouver la meilleure solution aussi pour lui. Aller au-delà des tâches prescrites, ça recoupe un petit peu aussi ce qu'on pouvait avoir en termes d'éléments sur les motivations et essayer d'en faire plus. Être réactif parce que quand un client nous exprime un besoin, si on met trop de temps aussi pour y répondre, potentiellement il y aura justement ces fameux meilleurs vendeurs qui l'auront fait plus tôt. S'attacher aux aspects positifs. L'important, c'est quand même de se souvenir du meilleur et pas forcément du pire. C'est aussi ce qui fait avancer les bons vendeurs. Et puis exprimer spontanément ses émotions, ce qui va permettre vraiment au client de se rattacher à la perception du produit du vendeur. Alors pourquoi justement on abandonnerait le CV ou tout du moins on y accorderait une importance moindre? On l'a vu hein, tout au début, mais c'est quand même que le CV il a un pouvoir prédictif qui est quand même trop faible, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu voir il y a quelques instants. On va le regarder en détail justement. Hop. Alors là, l'idée, c'est de regarder justement les différentes méthodes. On va voir par exemple au niveau de la capacité de présélection, en tout cas basée sur les écoles. On voit qu'elle est très très faible et que au final, en rajoutant ces éléments de soft skills, puisque vraiment sur les écoles ou sur les expériences qu'on va surtout regarder, c'est en tout cas d'essayer d'apprécier des hard skills qui bien souvent
ne sont pas corrélés au fait d'avoir eu certaines expériences ou d'avoir été dans certaines écoles. Au contraire, quand on va pouvoir combiner avec des aspects de soft skills et en plus mener des entretiens, on va pouvoir augmenter jusqu'à 7 fois notre capacité prédictive à prédire justement la réussite de ces vendeurs. Le CV, c'est évident que ça rassure aujourd'hui les opérationnels, mais en même temps, c'est la seule information qui est à leur disposition. Et en plus, traditionnellement, c'est ce à quoi on a recours. C'est vrai que déjà les opérationnels, ils n'ont pas tous connaissance, comme vous peut-être RH qui nous entendez, des outils qui sont à disposition des recruteurs pour pouvoir faire leur métier. Donc pour eux, logiquement et traditionnellement, c'est vraiment de se raccrocher au CV qui va leur permettre de, en tout cas, pouvoir prédire, et ça vaut ce que ça vaut, le succès des vendeurs, et après, bien entendu, l'entretien. Mais la limite à ça, c'est au final d'avoir beaucoup d'entretiens avec des personnes qui vont pas forcément faire l'affaire, alors que avec ces éléments de soft skills, on aurait pu gagner du temps et recevoir tout de suite des candidats intéressants. Le directeur de magasin, ils savent que c'est la personnalité qui fait la différence, mais il est souvent pas forcément équipé pour pouvoir aussi l'évaluer. Et comment on va changer ça? On va changer ça avec ce qu'on fait depuis maintenant presque 15 ans maintenant. 16 ans. C'est de vous aider à pouvoir prédire la réussite de personnes en poste. Donc comment on fait ça? On va essayer de regarder au final votre pool de candidats ou éventuellement vos collaborateurs si jamais c'est le cas d'une mobilité, et d'essayer de trouver sur un axe performance engagement celles et ceux qui vont avoir le plus de probabilité de se retrouver en haut à droite, c'est-à-dire à la fois des personnes qui vont pouvoir performer, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un niveau suffisant de raisonnement pour pouvoir faire le job, mais également les personnalités qui vont pas avoir à se forcer au quotidien, et sur les aspects motivationnels qui vont se retrouver sur le poste à moyen long terme. On parle ici dans l'idée au minimum qui reste 1 an et demi, 2 ans. Et pour ça, on va se baser sur ce qu'ils sont réellement et je vais laisser la main à Michael pour vous expliquer ça. Ouais, l'idée, comme on le disait en introduction tout à l'heure, pour se concentrer sur qui ils sont vraiment, chez Assess First, on se concentre sur ce qu'on appelle en fait le potentiel. Et le potentiel, c'est la déclinaison finalement au travers de 3 critères. Premièrement, ça va être les capacités de raisonnement. On va chercher finalement la fameuse capacité de raisonnement qu'on a vu tout à l'heure en introduction, qui était de pouvoir faire face aux imprévus. Sur les aspects motivationnels, on va également venir les étudier au travers d'un questionnaire qu'on a développé. Et bien entendu, la partie personnalité. Au travers de ces 3 éléments-là, donc nous, on a développé 3 modules. Un premier module qui s'appelle Brain, un deuxième module qui s'appelle Drive et un troisième module qui s'appelle Shape. Ces 3 modules prennent 10 minutes en moyenne chacun. Donc on est sur une expérience globale pour le candidat qui va de 30 à 40 minutes grand maximum. L'idée derrière, c'est pas simplement de vous donner des informations descriptives sur l'ensemble de ces éléments, c'est de vous faire gagner du temps. Donc on a développé un algorithme qui va finalement à faire une corrélation entre les résultats de ces 3 modules pour faire ressortir en fait quels sont les talents naturels de chacun des candidats qui ont postulé sur l'offre que vous leur proposez. Et l'idée de ces talents naturels derrière, c'est bien entendu de pouvoir les mettre en corrélation avec des modèles prédictifs. Alors, quand on parle de modèle prédictif chez Assess First, l'idée du modèle prédictif, c'est de pouvoir vous aider à identifier 3 éléments. Premièrement, l'adéquation finalement du candidat avec le job, c'est-à-dire les tâches et les missions que vous allez lui confier au quotidien. Deuxièmement, on va se concentrer également sur l'adéquation de ce candidat ou de cette candidate avec l'équipe qui est déjà en place, avec le manager, avec les futurs collègues. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui démontrent que quand une personne quitte son job, malheureusement, c'est pas à cause de compétences techniques, c'est surtout à cause finalement de problèmes de management, de problèmes d'esprit d'équipe où la personne culturellement ne se retrouve pas dans l'entreprise, dans la culture spécifique de votre entreprise. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui la force de la plateforme, c'est de pouvoir vous permettre d'identifier ces 3 éléments-là. Pour faire ça, l'idée, c'est que ça soit le plus simple possible. Alors,
Chez Assess First, vous avez la capacité sur la plateforme de pouvoir créer des campagnes de recrutement. L'idée de la campagne de recrutement, en fait, c'est de pouvoir avoir un dossier dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des candidatures et l'ensemble de ces candidats vont automatiquement, en fait, avoir un scoring d'adéquation avec le modèle prédictif que vous avez sélectionné dans cette campagne. Bon, bien entendu, l'outil va vous faire un classement, un ranking finalement de chacun des candidats pour que vous puissiez gagner du temps et vous concentrer en priorité sur les personnes qui sont au-delà de 60% d'adéquation et on pourra revenir un peu plus tard dans la présentation sur pourquoi 60%. Vous pouvez, sur la plateforme, vous appuyer sur notre expertise, puisque depuis 2012 maintenant, nous développons des référentiels de benchmark qui s'appuient sur l'ensemble des résultats que nous récoltons au travers des passations qui sont réalisées par nos clients. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir une véritable visibilité des profils finalement de benchmark sur plus de 400 métiers à l'international que vous pouvez retrouver directement en fait sur la plateforme. Donc, vous allez aussi bien avoir des métiers dans l'entrepreneuriat, dans l'achat, dans la finance, dans la gestion, mais également des métiers de vente, qui est le sujet d'aujourd'hui. Mais derrière, le problème sur ces référentiels de benchmark, c'est que très souvent on nous dit oui, mais ok, je sais à quoi ça ressemble d'une manière générale, mais chez moi c'est différent. Mes clients sont différents, la culture de l'entreprise est différente. Et vous avez raison finalement de dire ça, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque entreprise finalement a un niveau d'attente qui peut être différent. On ne va pas rechercher les mêmes attentes finalement chez un vendeur dans, je ne sais pas, l'automobile par exemple, que dans l'habillement ou dans le bricolage par exemple. On va avoir des attentes spécifiques. Donc l'idée, c'est que derrière, vous pouvez adapter finalement le modèle à votre enseigne en utilisant un module que nous avons développé, un module d'intelligence artificielle. Alors ce module, il se veut très simple. Ça veut dire que l'outil vous permet d'analyser vos propres contacts, c'est-à-dire la population qui est déjà en place aujourd'hui sur le poste. Bien sûr, vous allez mettre un nom sur ce modèle prédictif. Donc là, on va prendre vendeur, vendeuse, mon enseigne. On va sélectionner une fonction dans la vente. Et là, l'outil va tout simplement me demander de venir ajouter, uploader finalement des contacts que j'ai dans ma base de données. Donc, ça veut dire que vous auriez déjà finalement envoyé des invitations à vos collaborateurs. Une fois que vous avez appelé ça, donc là, pour l'exemple, nous avons pris l'équipe Assess First. L'outil va vous demander simplement en fait de noter chacun des collaborateurs sur deux critères. Premier critère, très pas subjectif, à l'inverse de subjectif, Quentin. Objectif. Très objectif, ça va être la performance. Donc vous allez avoir finalement, et vous avez tous aujourd'hui, RH, des indicateurs de performance sur chacun de vos vendeurs. Alors parfois c'est le manager qui les a, hein, mais vous avez la possibilité de les avoir. Et l'idée c'est de pouvoir derrière noter la performance de chacun de ses collaborateurs déjà en poste. Et le deuxième élément qui va être important, c'est aussi l'attitude que cette personne a, c'est-à-dire son adéquation avec le système managérial, avec la culture de l'entreprise et également les attentes aussi de vos clients. Donc pour faire ça, l'outil va vous proposer de mettre une note qui va de 1 à 5, donc avec soit une attitude qui est problématique, une performance faible, ou bien à l'inverse, des performances exceptionnelles, des performances élevées, une attitude positive ou une attitude exceptionnelle sur le poste. Une fois que vous avez fait ce travail d'échantillonnage finalement sur la population déjà en place, sur vos vendeurs déjà en place, vous auriez plus qu'à cliquer sur valider et là l'outil va venir analyser les résultats de personnalité, motivation, aptitude de chacun de vos collaborateurs et va prendre également en considération les deux éléments qui vont être liés à la performance et à l'attitude dans l'entreprise. L'idée de ça derrière, c'est que l'outil va pouvoir faire ressortir finalement un petit peu aussi la rareté du profil recherché par rapport à l'ensemble de notre base de données, mais va vous donner de manière très visuelle et très simple quelles vont être les attentes spécifiques, quels sont les critères qui sont vraiment importants aujourd'hui pour être en situation de réussite au travers de la personnalité par rapport à la population déjà en place, les motivations aujourd'hui qu'on retrouve chez les personnes qui sont engagées, épanouies et qui réussissent chez vous, et également les attentes qu'on va retrouver en termes de capacité cognitive, capacité de raisonnement sur le questionnaire Brain. Derrière, quand on se projette dans la campagne de recrutement, vous allez tout simplement avoir l'ensemble de vos candidats qui se retrouvent sur la gauche avec leur scoring d'adéquation au milieu et le détail pour chacun des questionnaires sur la droite avec le shape fit, le drive fit, le brain fit et le manager fit qui est un indicateur qui vous permet aussi de comprendre quelle va être l'affinité avec le futur manager si toutefois vous l'avez référencé sur la campagne de recrutement. Hop. Quand vous avez énormément de candidats à gérer,
Bien entendu, comme on le disait et comme on le dit depuis le début, l'idée c'est pas de rajouter du temps dans votre processus du recrutement. À l'inverse, c'est d'en gagner. Pour en gagner, nous avons développé finalement ce Magic Button, qui est finalement un outil, un psychologue du travail informatique qui va pouvoir analyser de manière un peu plus fine, un peu plus précise, les liens de corrélation qu'il y a entre les trois questionnaires, les fameux euh, recouvrements dont on parlait tout à l'heure en termes de pourcentage, et pouvoir vous faire finalement des meilleures préconisations. Donc là, par exemple, quand je clique sur ce bouton-là, je vois que toutes les personnes qui sont en bleu sont des personnes qui potentiellement devraient être shortlistées, donc devraient passer à l'étape suivante dans le processus de recrutement. À l'inverse, les personnes en rouge sont des personnes qui ont une adéquation qui est plus en décalage. Malgré un 69% ici, comme on peut le voir sur le profil de Vincent Nisner, quand on regarde les résultats de manière plus précise entre la personnalité, les motivations et les aptitudes, on peut constater qu'il y a des gros décalages sur les motivations potentiellement, sur la personnalité, et peut-être que l'indicateur brain et l'indicateur manager fit va sauver finalement ce score et le faire remonter. Donc c'est pour ça que l'outil vous permet également d'avoir une visibilité un peu plus précise de ces différents scores. Oui, et bien entendu, l'idée ici n'est pas de se dire que les personnes qui seraient en blanc ou en rouge n'ont aucune chance de se faire se contacter. C'est bien entendu de d'abord consacrer du temps aux personnes qui ont l'air d'avoir le plus de potentiel. Et si jamais vous ne trouvez pas le vendeur qui vous plaît dans cette première sélection, bien entendu, pourquoi pas aller regarder les autres profils. Bien entendu, ce qui va être intéressant, c'est pas de garder uniquement ce taux d'adéquation, mais également d'aller dans le détail. Donc là, par exemple, je viens de cliquer sur le taux d'adéquation d'Emmanuel. Je vais arriver sur son profil où je vais pouvoir voir déjà deux choses, son potentiel de réussite et son potentiel d'engagement. Si j'ai également pris la peine d'envoyer le questionnaire à son futur manager, je peux aussi apprécier la facilité avec laquelle ils vont pouvoir travailler ensemble. Et c'est un élément qui est important pour vous pour savoir en termes d'intégration si ce sera plus ou moins compliqué pour eux de travailler ensemble et si vous aurez besoin de mettre un petit peu du vôtre pour qu'ils apprennent à se connaître. Vous retrouverez également éventuellement les compétences techniques qu'ils auraient renseignées. Ici, on va retrouver le cœur de notre outil, justement, avec les résultats obtenus par Emmanuel à notre questionnaire Shape en l'occurrence, les fameuses zones d'attente qu'on a pu établir sur la base de l'évaluation de vos collaborateurs en poste et de nos algorithmes. Donc, bien entendu, à chaque fois que la personne va venir matcher sur les zones d'attente, c'est-à-dire qu'elle présente les comportements qui sont attendus, le comportement va se mettre en vert, comme on peut le voir ici, comme par exemple ici sur accepter, critiques émises. À l'inverse, si la personne se retrouverait dans des zones rouges, le comportement, qui n'est pas le cas ici, se mettrait en rouge. On va pouvoir avoir une petite synthèse sur, bien entendu, quels sont les points forts d'Emmanuel pour prendre en main ce poste et également les points de vigilance. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez même éventuellement générer un rapport qui vous donnera des exemples de questions à poser en entretien pour valider justement ce point-là. Au niveau des motivations, on va également vous faire remonter quelles sont les motivations importantes pour le poste et celles que justement Emmanuel partage. Donc on voit qu'ici, on a 83% de potentiel d'engagement, ce qui est assez élevé. L'idée, ça sera quand même de regarder un petit peu dans le détail et d'aller voir, notamment en bas, quelles sont les motivations qui pourraient être un petit peu plus en décalage avec vous. Et là aussi, bien entendu, on viendra vous faire des petites recommandations sur ce qui va lui permettre de se sentir pleinement engagé et ce sur quoi peut-être il faudra être plus attentif pour garder Emmanuel sur le moyen long terme dans votre entreprise. Alors l'idée, c'est au-delà du simple poste finalement qu'Emmanuel va devoir prendre dans l'entreprise, c'est aussi d'aller un peu plus loin et pouvoir vous donner des éléments sur la capacité finalement, la facilité avec laquelle Emmanuel va pouvoir travailler avec son futur manager qui sera dans notre exemple aujourd'hui Clément. Donc on a développé ce qu'on appelle l'affinity sur la plateforme Assess First qui vous permet finalement d'avoir une première idée de l'adéquation l'affinité professionnelle que Emmanuel va avoir avec Clément. Donc là, on peut voir par exemple qu'ils ont une très bonne affinité professionnelle à 76%. Donc on va vous expliquer si ce sont plutôt des profils similaires ou complémentaires. L'un n'empêche pas l'autre, ça veut dire qu'on peut avoir des profils totalement complémentaires avec de très hauts scores d'affinité, comme des profils complémentaires qui ont des très bas scores d'affinité. On va vous donner également la réciprocité dans la relation, c'est-à-dire de Emmanuel vers Clément et de Clément vers Emmanuel, comment ça va se passer entre eux, donc dans des cadres
de gestion managériale, comment ces deux personnes vont se positionner. Et après, vous allez bien entendu avoir un détail beaucoup plus précis sur le style d'interaction attendu. Alors, dès qu'on est sur des indicateurs verts, ça signifie qu'on est sur des éléments partagés, où les personnes ont les mêmes attentes finalement au quotidien. Et dès qu'on arrive, par exemple, ici sur l'approche, sur des éléments qui sont en rouge, comme planifier l'activité, comme penser outside the box, donc penser en dehors du cadre, l'idée c'est vraiment ici de pouvoir comprendre quels vont être ces décalages entre Clément et Emmanuel. Peut-être déjà en discuter avec Clément avant peut-être l'intégration d'Emmanuel en disant voilà, en tout état de cause, voici ce qui peut ressortir comme élément bloquant, donc prends-les en considération et travailler finalement sur ces différents éléments avec Emmanuel dans le futur. L'idée, c'est de rendre ça également intelligent. Donc, on parle beaucoup de recrutement chez Assess First, mais le recrutement, finalement, il a deux facettes. Il y a tout ce qui va être recrutement externe, quand vous êtes en phase de croissance ou quand vous faites face à un turnover trop important, malheureusement. Mais il y a aussi le recrutement interne, quand on veut fidéliser, avoir un meilleur taux de rétention de l'ensemble des collaborateurs. Donc, l'idée d'Assess First, c'est également de pouvoir vous aider à identifier au sein de vos collaborateurs quelles sont les personnes qui peuvent se mettre en tout cas en situation de mobilité. Alors, ça peut être une mobilité qui va être verticale ou horizontale, hein, peut-être sur le même type de poste ou à l'inverse en montant en termes de compétences managériales. Donc là, on va pouvoir finalement sur la plateforme appeler différents référentiels métiers comme responsable régional des ventes, directeur, directrice des ventes. On va appeler un groupe de collaborateurs ou simplement quelques contacts si on le souhaite également. Et en cliquant sur suivant, alors on va pouvoir projeter finalement chacun de mes collaborateurs sur les 3 postes que m'avait sélectionnés, donc assistant administration des ventes, responsable d'une équipe de vente, assistante commerciale, et voir finalement quelle va être l'adéquation de chacun de ces collaborateurs sur ces différents postes. Donc là, on est vraiment sur l'identification de potentiel sur des collaborateurs internes, et l'idée derrière, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir en discuter tout simplement avec les collaborateurs en place pour tout simplement voir s'il y a une mobilité qui peut être envisagée. Alors, au-delà de ce score qui parfois peut être un petit peu perturbant aussi pour un collaborateur, on a également repris des éléments graphiques. Comme on a pu le voir tout à l'heure, on a l'abscisse et l'ordonnée réussira facilement, réussira dans l'effort ou s'épanouira facilement et pourra être frustré. Plus on va avoir un taux d'adéquation qui est positif, plus on va être dans la réussite et l'épanouissement. Et vous pouvez toujours avoir le détail en cliquant finalement sur ces différents éléments. Donc, vous avez votre liste de collaborateurs sur la droite. Donc, bien entendu, ici, notre idée, c'est de vous aider à réussir, de vous aider vous, de vous aider également votre entreprise, aider aussi les candidats à trouver un poste qui va leur correspondre et sur lequel, à chaque fois qu'ils vont se réveiller le matin pour y aller, au final, ils vont se sentir épanouis et ça a une double notion, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la notion de réussir, mais c'est aussi vraiment la notion de pouvoir trouver quelque chose qui nous correspond et sur lequel on va pouvoir planifier notre vie sur le moyen long terme. On va voir également ce qu'on peut apporter aujourd'hui à nos clients. Alors bien entendu, tout dépend quel est votre objectif, tout dépend d'où vous partez. Si votre turnover est très faible et que vous souhaitez simplement recruter de nouveaux commerciaux, c'est pas là-dessus qu'on vous aidera. Comme vous avez pu le voir sur la plateforme, notamment si vous avez des volumes de recrutement importants au niveau du temps de recrutement, évidemment le Magic Button sera un outil indispensable pour vous. Les coûts de recrutement suivront directement parce que vous aurez besoin de rencontrer moins de personnes avant de trouver la perle rare. Et évidemment, si on a des personnes qui sont en meilleure adéquation, que ce soit sur leurs aptitudes intellectuelles, sur leur motivation, sur leur personnalité, ils risqueront indéniablement d'atteindre leurs objectifs et de les dépasser. Vous avez peut-être vu sur la plateforme, à un moment, elle a rapidement changé de langue. Aujourd'hui, on a une plateforme qui est disponible en 12 langues pour tous nos clients. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème si jamais vous souhaitez faire passer ces questionnaires sur des vendeurs qui viendraient d'un autre pays et pouvoir lire les résultats en n'importe quelle langue. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, Assess First, c'est un peu plus de 3500 clients de toute taille et ça, c'est important de le dire. On est présent dans un peu plus de 30 pays et il y a un peu plus de 5 millions de personnes qui ont aujourd'hui passé nos questionnaires et qui nous permettent justement d'avoir des benchmarks solides, comme vous l'expliquait Michael tout à l'heure. Alors, on vous a mis ici quelques-unes de nos références clients. Je vous invite à aller sur notre site internet. Déjà, vous y retrouverez des informations complémentaires. Vous pourrez retrouver certains des visuels qu'on vous a présentés aujourd'hui. Mais également, on travaille beaucoup sur les success stories où vous aurez
non pas comme je vous l'ai montré tout à l'heure ce qu'on peut obtenir, mais concrètement ce qu'ont obtenu certains de nos clients par rapport aux objectifs que eux visaient. Alors surtout n'hésitez pas à y aller, vous retrouverez également le nom et les prénoms des personnes pour éventuellement les contacter sur LinkedIn si jamais vous souhaitez échanger avec eux sur leur expérience. Sinon n'hésitez pas à nous envoyer un email, on sera ravis de vous répondre. Il y a également des cabinets de consulting qui ont recours à nous, donc soit pour leur utilisation interne, soit à l'externe, et également des écoles de commerce, là non pas dans une phase de présélection, mais vraiment d'accompagnement à l'entrée sur le marché de l'emploi. Bah écoutez, je crois qu'on a terminé, si je me trompe pas, Michael. Ouais, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Maintenant, c'est plutôt à vous. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Vous pouvez normalement les taper directement sur GoToWebinar. Donc, hésitez surtout pas qu'on puisse vous aider et y répondre. Alors, Coraline, j'ai manqué le début du webinar. À quel moment du processus de recrutement faites-vous intervenir le questionnaire? Coraline, c'est très variable. Il n'y a pas aujourd'hui de best practice. Nous, en tout cas, ce qu'on préconise dans l'utilisation d'Assessfair, c'est effectivement de le faire passer le plus en amont possible en fait du processus de recrutement. L'idée, si vous voulez gagner du temps, c'est de pouvoir identifier rapidement quels sont les candidats à voir en priorité au travers des résultats qu'ils ont obtenus et de leur adéquation finalement avec le modèle aujourd'hui qui prédit, enfin qui fait la réussite de vos vendeurs et l'engagement aussi de vos vendeurs. Alors là, Thomas, par rapport à votre question, donc j'ai peut-être loupé l'info, mais d'où viennent les data sources qui vous permettent d'avoir les comportements et attitudes? Là, on est sur nos questionnaires. Donc, c'est des questionnaires qui ont été étalonnés par nos psychologues du travail en interne. Donc, en l'occurrence, Shape pour évaluer les comportements naturels et en situation de stress de vos candidats pardon, et de vos collaborateurs en poste. Et sur leur attitude, c'est exactement la même chose. Et on aura la même chose avec le questionnaire Drive sur les motivations et le questionnaire Brain sur les aptitudes. Alors, je vais répondre également à Anne qui me demande si les tests ils peuvent être également utilisés pour des postes de manager dans le secteur de la vente. Bien entendu, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec tout type d'entreprise, c'est que les questionnaires en soi vont vous permettre d'évaluer n'importe quelle personne. Alors, n'importe quelle personne, faut pas que la personne, bien entendu, soit trop jeune, hein. On va dire qu'on peut commencer à faire passer des questionnaires sur une personne qui va arriver sur le marché de l'emploi. Ouais, tout à fait. L'idée après, c'est que vous allez créer un référentiel de poste, bien entendu, qui variera d'un poste, par exemple, de vendeur ou d'un poste de manager. Donc, bien entendu, les résultats en soi ne varieront pas. Ce sont vraiment les attentes qu'on va en avoir qui changeront d'un poste à l'autre. Peut-être que sur le manager, vous attendrez des aptitudes un peu plus élevées. Peut-être également que vous attendrez un profil en termes de comportement qui a une capacité peut-être à voir un petit peu le global et ainsi de suite. Alors Thomas, pour répondre à votre question sur le genre de test aujourd'hui qu'on utilise, alors non, nous ne sommes pas sur des tests type MBTI ou DISC pour le profiling. Nous sommes sur des tests en fait plus larges, c'est-à-dire qu'on va pas se contenter à mettre des personnes dans des cases finalement comme peut le faire aujourd'hui un MBTI ou un DISC. C'est-à-dire qu'on va avoir une vision un peu plus précise, plus profonde finalement au travers des différents traits de personnalité, puisqu'on vient en évaluer une vingtaine aujourd'hui, et sur chacun de ces traits, nous avons un scoring qui va de 1 à 10. Donc on a finalement une palette de personnalités qui est extrêmement différente, et également sur la partie motivation et aptitude. Donc c'est dès qu'on arrive à corréler les résultats de ces trois questionnaires, forcément on en arrive sur des éléments beaucoup plus précis et beaucoup plus larges en termes d'analyse. Mais si vous voulez, Thomas, on pourra vous envoyer de l'information sur comment sont réalisés les questionnaires et sur quelle base aujourd'hui ils ont été validés finalement par différentes instances comme l'ITC, l'International Test Commission, sur laquelle aujourd'hui les questionnaires Assess First sont référencés. Oui, pour finir sur cette petite question, Thomas, c'est vrai que ce sont des questionnaires qui sont très bien dans des phases d'accompagnement, le Ouais. MBTI ou le DISC. En l'occurrence, ce ne sont pas des questionnaires qui sont destinés au recrutement, puisque sur deux candidats pour être sur la même section, par exemple, ou sur la même couleur sur le DISC, alors qu'avec nos questionnaires, la probabilité qu'ils aient exactement les mêmes résultats scorés de 1 à 10 sur les 20 traits, elle est très, 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 très faible. Alors Gladys, peut-on éventuellement établir le positionnement d'une personne comme étant plutôt débutant ou expert en tant que vendeur?
Alors, c'est difficile, hein. Entre guillemets, on va pas pouvoir dire si la personne elle a plus un profil débutant ou expert. Là, en l'occurrence, ça dépendra plutôt de son expérience. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est plus des attentes précises. Si vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui compose et qu'est-ce qui fait qu'une personne est expert chez vous, qu'est-ce qui fait qu'une personne est débutante, si par exemple la débutante c'est plutôt celle qui a un niveau de réflexion qui est un petit peu en dessous, et l'expert, celui qui a un niveau de réflexion qui est un petit peu plus au-dessus. Si ça s'explique aussi par certains traits de personnalité, oui, là, on pourra le faire. Si par contre, vous voulez si par contre, c'est notre capacité à dire si la personne a déjà fait de la vente ou pas, là, non. Du coup, on sera pas du tout là-dessus. Pour ceux qui s'interrogent sur le fait de recevoir la présentation, bien sûr, on pourra vous l'envoyer. Alors, je vais répondre également à Hyacinthe. Comment expliquer le cas des personnes qui auraient des fortes notes au test et qui paradoxalement ne seraient pas en adéquation avec le poste? Alors déjà, des fortes notes au test, tout dépend de ce qu'on entend. C'est-à-dire que chaque trait de personnalité, par exemple, est scoré de 1 à 10. C'est pas parce qu'une personne a un score fort que c'est positif. Faut savoir que sur le shape, on est plutôt sur un questionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou mauvais résultat, il n'y a pas de bonne personnalité ou de mauvaise personnalité. Donc, en l'occurrence, la personne, peu importe ses scores, ce qui va nous permettre vraiment de savoir si elle va être en adéquation avec le poste, ça va être l'adéquation avec le référentiel et non pas les résultats bruts. Donc, même une personne qui pourra avoir des scores je dis n'importe quoi, compris entre 8 et 10 à nos 20 traits de personnalité, si la zone d'attente sur le référentiel est de 1 à 4 sur chacun des critères, forcément, elle ne sera pas en adéquation avec le poste et pour autant, elle a eu des scores forts. Alors pour votre question, Marissa, quel pourcentage est acceptable pour la comptabilité en lien avec un poste? La compatibilité, ok. La compatibilité en lien avec un poste, surtout si nous n'avons pas de vivier de contact. Alors nous aujourd'hui, par rapport aux différents référentiels de benchmark que nous avons développés, ce qu'on préconise à nos clients, c'est effectivement qu'il y ait au minimum un taux d'adéquation de 60%. Alors pourquoi 60%? Tout simplement parce que 60% des talents naturels finalement du candidat vont être en adéquation avec les attentes spécifiques au poste en termes de performance et en termes d'épanouissement. Alors, ce qu'il faut faire attention derrière, c'est que ce 60%, parfois, il peut y avoir des effets de levier sur certains questionnaires. Donc, on peut avoir des personnes qui ont une personnalité qui est très peu en adéquation avec le poste, des motivations qui sont moyennes et un brain qui leur fait remonter finalement une capacité cognitive qui leur font remonter le score jusqu'à 60, 65. C'est là où il faut faire attention et c'est là aussi où le Magic Button a cette intelligence de pouvoir analyser avec finesse les liens de corrélation qu'il y a entre les trois questionnaires. Donc 60%, c'est un score sur lequel il faut commencer à s'intéresser, en tout cas à mon sens, aux candidats. Mais dès qu'il y a plus, c'est toujours mieux forcément. Et il y a également les fameuses exceptions qui font la règle. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois des candidats entre 20 et 40% qui feront le job, seront performants. Et là, c'est vraiment aujourd'hui aussi l'humain et votre travail aujourd'hui, votre expertise, que de pouvoir déceler ces différents éléments et ces différents profils peuvent être parfois trop atypiques par rapport aux attentes. Et puis pour compléter également, Marisa, chez Assessors, on travaille exclusivement en illimité. Donc si jamais vous souhaitez, et je pense que ça peut être intéressant, proposer à des candidats de passer nos questionnaires pour essayer justement d'avoir plus de candidats, ça peut vous permettre d'avoir plus de personnes qui postulent parce qu'elles ont envie de passer nos questionnaires et de trouver des profils que peut-être auxquels vous n'auriez pas sondé et qui pour autant matchent avec vos profils. Donc n'hésitez pas à le faire, élargissez un petit peu votre champ de recherche, mettez peut-être moins de critères sur les hard skills et un peu plus sur les soft skills et vous aurez également peut-être un peu plus de candidatures. Alors, Marc, pour répondre à votre question sur le clonage, donc, votre solution ne va-t-elle pas dans le sens finalement de retrouver des clones des personnes déjà présentes dans l'entreprise justement? Alors non, en fait, l'idée c'est surtout de pas faire ça. Et à l'inverse, les résultats qu'on obtient, c'est plutôt d'apporter plus de diversité dans les profils dans l'entreprise, parce que on va pas forcément les prendre toujours dans le même vivier, dans les mêmes écoles, dans les mêmes expériences, chez les mêmes concurrents. Et pour aller au-delà dans la réponse, aujourd'hui le clonage, ça serait de pouvoir demander finalement avoir un scoring sur 20 traits de personnalité, 20 facteurs de motivation
les cinq finalement scores aujourd'hui qu'on peut obtenir sur le brain. Et ce que vous avez peut-être dû constater pendant la présentation, c'est qu'aujourd'hui, nos référentiels métiers, c'est maximum sur la personnalité, peut-être 8 points, 8 traits, 12 traits, grand maximum, ce qui permet ensuite derrière d'avoir des zones grises qui vont coloriser un petit peu la performance de chacun et vont les rendre uniques. On va simplement les rechercher sur les points finalement aujourd'hui qui font que les personnes déjà en place sont en situation de succès. Et pareil sur les motivations, pareil sur les aptitudes. C'est pour ça que aujourd'hui, on vous dit pas de recruter simplement des personnes qui sont à 100% d'adéquation. On va vous dire, voilà, entre 60 et 100%, vous allez déjà avoir des personnes qui vont être plus performantes, qui vont être plus épanouies, et ce ne seront pas des clones, puisqu'ils vont avoir beaucoup de différences finalement sur les autres traits de personnalité, de motivation et d'aptitude qui ne sont pas importantes finalement aussi pour le job en question. Anne, Lemaître, peut-on utiliser les tests pour des talent reviews internes afin d'identifier les talents sur des postes transverses ou des évolutions verticales? Oui, oui. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vrai on parle de postes en particulier, mais on peut effectivement faire des talent reviews sur la base des collaborateurs, sans prendre forcément en considération le job aujourd'hui qu'ils font, mais parfois juste leur niveau managérial dans l'entreprise, pour faire ressortir quelles sont les caractéristiques clés qu'on retrouve chez les managers les plus performants et les managers les plus engagés. Vous pouvez faire ça du coup pour avoir une visibilité sur les attentes transverses finalement en termes de management. Vous pouvez avoir également cette même visibilité sur les évolutions verticales, parce que vous allez savoir que au niveau 1 du management, c'est plutôt ça les profils qu'on retrouve. Au niveau 2 de votre système de management, ça va être ça. Et au niveau stratégique, voici aujourd'hui ce qu'on va retrouver en termes de brain, de drive et également de shape, donc de potentiel de soft skills chez chacun de vos collaborateurs qui sont en situation de réussite et d'épanouissement. Donc ça vous aidera dans l'évolution finalement de vos collaborateurs sur les différents postes en vertical. Comment ces tests sont composés, tout comme demain. Ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à toute l'information. Et s'il vous manque des informations, n'hésitez pas à envoyer un email à hello@assessfirst.com pour avoir plus d'informations. Avez-vous intégré la logique d'état de stress qui fait ressortir des comportements primaires de la personne? Alors, vous avez dans le questionnaire SHAPE un indicateur finalement qu'on appelle les derailers, donc les fameux éléments qui peuvent être parfois néfastes finalement dans la personnalité d'un individu. C'est pour ça que, comme le disait tout à l'heure Quentin, dans le questionnaire aujourd'hui, l'idée c'est de venir regarder comment la personne va se comporter en situation normale, mais également en situation de stress, pour tout de suite comprendre finalement, face à une situation trop complexe, face à une situation trop stressante, comment cette personne va se comporter. Alors, comment on débriefe les questionnaires aux candidats? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Assess First, la transparence est très importante. C'est pour ça que dès qu'une personne finit de compléter ses questionnaires, automatiquement, elle aura accès à une synthèse de ses résultats qui lui permettra d'identifier quels sont ses points forts dans sa relation avec les autres, dans sa gestion des émotions, dans son rapport au travail. On lui donnera ces éléments sur chaque questionnaire qu'elle aura passé, c'est-à-dire qu'elle aura des informations sur sa personnalité au bout des 10 premières minutes de shape, des informations sur ses motivations à la fin des 10 minutes de drive, et la même chose sur le brain. En ce qui concerne un débriefing qui serait plus approfondi, comme par exemple on pourrait l'avoir avec un collaborateur dans le phase d'une mobilité, ça vous pourrez compter sur l'équipe Customer Success d'Assessors qui accompagne au quotidien nos clients, et également à nos très bonnes formatrices qui sont ravies de vous expliquer comment conduire un débriefing sur la base de nos questionnaires. Merci à tous en tout cas pour vos questions, pour votre attention lors de ce webinaire. Il sera retransmis de toute manière sur YouTube, donc vous pourrez avoir accès aux différents éléments qu'on a évoqués aujourd'hui. Si vous avez plus amples questions, n'hésitez pas à venir sur notre site internet www.assessfirst.com, sur lequel vous retrouverez beaucoup d'informations et aussi différents liens pour prendre contact directement avec nous et avoir une présentation peut-être un peu plus approfondie. Je vous souhaite et on vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, nous, une petite dernière info qui peut peut-être vous intéresser. On organise un Learning Breakfast le 18 octobre 2018, 8h30, 11h15, dans nos bureaux à Paris, donc 20 rue du Sentier, plein centre parisien.
Et le thème, c'est comment la culture peut-elle avoir un effet direct sur l'embauche des top talents. Donc on espère vous voir présents si jamais vous avez pris du plaisir aujourd'hui, même si jamais vous n'en avez pas pris. Écoutez, on vous dit à très vite. Bonne journée à tous, au revoir.